Merci beaucoup, Alain. Bon matin tout le monde. Bienvenue à notre premier webinaire sur notre premier sujet, sécuriser les télétravailleurs, sujet qui est un petit peu d'actualité. Alain en a parlé un petit peu dans son intro. Étant en mode télétravail, les gens travaillent beaucoup plus de la maison, ces choses-là. Tout a été fait un petit peu en out dernière minute. Et puis, il y a quelques termes français, concern de sécurité. Par rapport à ça, parce que vu que tout le monde était pressé de le faire dernière minute quand ils ont annoncé, on s'en va à la maison, vous travaillez de la maison. Fait que nous, ce qu'on arrive aujourd'hui dans notre webinaire, quelques petits trucs pour aider à sécuriser ces gens-là. Vous, en tant que professionnel de la sécurité, comment faire avec nos produits WatchGuard, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider là-dedans. Fait qu'avant de commencer, peut-être me présenter. Excusez, pardon. Patrice Desaulniers, Sales Engineer Canada. Je suis avec WatchGuard depuis décembre 2019. Ça fait pas très longtemps. Ça fait un petit nouveau qui sent l'automne. C'est les gens qui se demandent, un gars qui parle français, oui, je suis basé à Shawinigan, au Québec. Si vous cherchez sur Google Maps, ça risque d'être long à trouver Shawinigan. On se trouve un petit peu pour les gens qui cherchent c'est où, entre Montréal et Québec, à même distance un peu des deux grands centres du Québec, même si avec mon collègue Wild, on couvre le Canada au complet. Ça l'aide un petit peu à aller voir nos partenaires partout au Québec. Aujourd'hui, ce qu'on va couvrir, un petit peu de notre agenda, vu qu'on travaille à distance, on va parler de VPN, qui est un petit peu la façon d'accéder à nos ressources corporatives à distance. On va parler aussi de notre Access Portal, qui est un outil inclus dans une de nos suites de sécurité, qui va aider à l'accès à distance également. TDR, Threat Detection and Response, notre produit de sécurité qui s'installe sur les postes. On va donner quelques explications là-dessus. Notre authentification multifacteur, qui est Hotpoint, pour aider à protéger les accès à distance, justement, et nos autres ressources, si on veut. On va parler de notre outil DNS Watch Go, qui est un complément mobile de notre produit qui existe déjà, DNS Watch, qui est notre filtre d'hameçonnage, notre filtre DNS qui est activé à partir de nos Firebox. Commençons par les VPN. On a besoin d'accéder, étant à distance. Les gens, ce qu'ils vont vouloir, c'est vraiment d'être capable d'accéder aux ressources, que ce soit un serveur remote desktop, que ce soit des ressources de fichiers, des ressources à l'intérieur, des équipements spécialisés, ces choses-là. Et ce qu'on veut pas, c'est ouvrir tout avec des ports sur notre pare-feu. Donc, la première chose qui nous vient en tête, c'est d'y aller en VPN. Fait que, on va vous offrir des solutions de connectivité à distance. Je suis sûr que la majorité du monde l'avait déjà vu, mais je vais parler de l'ensemble de nos trois préférés qu'on a. On va parler de, souvent notre populaire, c'est le SSL, mais on va rajouter IKE V2, IKE V2. Et je vais aussi parler de client IPsec, qui est notre client un peu premium, qui est une troisième façon de se connecter. Donc, on va voir que les trois, si on regarde comme il faut, Windows 8.1, Windows 10, aussitôt qu'on a des postes, on va dire plus ou moins à jour, mais même là, 8.1, on commence à parler un peu du passé. Mais les postes à jour, chacun des types de VPN est bien supporté là-dessus. Même au niveau de nos appareils mobiles, on a un bon choix. Aussi que IKE V2, SSL vont fonctionner sur Android, Mac OS, nos postes de travail Mac qui sont aussi de plus en plus présents dans les entreprises pour le travail. C'est plus juste des appareils personnels. Nos trois clients vont fonctionner là-dessus. iOS, appareil mobile, on a parlé d'Android tantôt. Même chose. Aussi que notre client natif IKE V2, mais on peut quand même installer OpenVPN pour accéder à SSL, ces choses-là. C'est le client IPsec qui est un petit peu moins supporté au niveau des systèmes d'exploitation. Si on regarde par contre, qu'est-ce qui arrive au niveau de la sécurité? On a parlé d'SSL, tantôt j'ai dit que c'était notre plus populaire, c'est souvent c'est le défaut, c'est le client qui est de marque WatchGuard, celui qu'on installe, mais ça reste basé sur du TLS. On va aller chercher
des meilleures encryptions, des meilleurs algorithmes d'encryption au niveau du IPsec, mais vraiment le plus avancé actuellement dans nos boîtes, dans nos Firebox, c'est le Hype V2. On va parler tantôt de performance. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup d'usagers qui sont embarqués tout d'un coup sur le VPN. Tout est débordé, les appareils ils ont un petit peu ils ont de la misère. Au niveau split tunneling aussi, qu'on va dire, le trafic passe pas tout par le tunnel, même si côté sécurité, ça serait ce qu'on veut. Pour aider nos performances, on va essayer de séparer le trafic ou le trafic local du poste distant va passer par le lien local, tandis que tout ce qui est corpo va passer vers le lien VPN. Fait que ça, c'est notre split tunneling. Les trois vont le faire. Où c'est que SSL, on peut le configurer à partir de notre configuration centralisée. Même chose avec IPsec. Avec V2, qui est souvent le client natif. Pourquoi il est populaire avec V2? C'est qu'il est natif sur tous nos systèmes d'exploitation. Il est natif en Windows, il est natif en Mac, il est natif iOS. Il est déjà là. Fait que le split tunneling, c'est configuré localement sur ces choses-là, mais ça fonctionne pareil. On peut le faire. C'est qu'on va dire, on va faire passer tout notre trafic local et on va servir par là. Est-ce qu'on va être capable de sécuriser ça avec du multifacteur? Nos trois modèles sont là. Au niveau de la vitesse, allons-y là. On a quand même une bonne vitesse au niveau SSL, mais du fait que dans nos boîtes, et là on va parler toutes nos boîtes rack mount, nos M, eux autres qui ont un crypto chip, une puce d'encryption avancée dedans, pas dans les modèles T, mais les modèles M. Nos modèles récents. Donc, tout ce qui est IPsec, ce chip-là va travailler sur le IPsec et va aider à la décryption. Les vitesses vont être meilleures. Ça, combiné aux algorithmes qu'on a disponibles comme le GCM, le Galois Counter Mode, qui est un algorithme plus rapide, on va être capable d'aller chercher des vitesses. Si on regarde toutes nos choses ici, on va arriver à dire que Hype V2, c'est vraiment notre préféré pour l'instant. Au niveau vitesse, au niveau disponibilité, au niveau facilité, on serait capable d'aller chercher quelque chose là. Comment qu'on peut mettre de VPN? Dernièrement, on a eu énormément de questions. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Je vous présente la matrice des produits WatchGuard et vous allez remarquer dans cette matrice-là que j'ai une petite ligne qui dit combien on a de licences VPN d'incluses dans chacun de nos modèles. Fait que vous pouvez vous référer à cette matrice-là qui est disponible sur notre site, savoir c'est quoi. Les appareils, c'est pas, on a mis une licence dessus. L'explication que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est la licence est là, c'est pas pour dire on veut limiter tout. C'est vraiment pour définir la capacité matérielle de la boîte, être capable de supporter le nombre de VPN. Fait que si on prend exemple un T70, le nombre qui est là, c'est 60. Ce qui est là comme chiffre, si on dit demain, j'en veux plus, c'est limité au matériel en dessous. Et non pas, c'est pas une licence qui est là pour vendre d'autres licences par-dessus. Fait que, comme référence, je vous pointe vers cette chose-là. Qu'est-ce qui arrive? On a souvent des questions au niveau VPN. On a pogné le nombre maximal, excusez le petit logo anglais en haut, mais on a atteint notre nombre maximal de VPN. Je viens d'expliquer qu'on a, il y a des licences, mais c'est lié au matériel. Comment je peux en avoir plus? La réponse, ça va être vraiment de mettre à niveau vers le modèle supérieur. Par contre, il y a les Firebox V, nos Firebox Cloud, qui sont nos modèles de Firebox. C'est la même chose, sauf que ça va rouler sur du matériel virtuel. Ça peut être une option en mode temporaire d'aller chercher un de ces modèles-là sans faire l'acquisition d'une boîte complète pour ça, puis aller chercher de la charge qui est meilleure comme ça. On a vu des clients qui ont fait l'installation d'un Firebox V dans un centre de données avec un tunnel branch office, un lien point à point VPN entre le centre de données et leur corpo. Fait que les gens pouvaient se connecter VPN sur le Firebox virtuel, avaient accès aux données corporatives par le lien BOVPN, tout est fonctionnel là. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, notre bande passante, notre vitesse de VPN, nos performances de VPN, on va avoir la bande passante justement disponible en avant de notre VPN, la charge sur le Firebox. Autrement dit, est-ce que tous nos services de sécurité sont activés, en plus du modèle qui a bien été
provisionné au départ. On a choisi la bonne grosseur de boîte et le type de VPN. Tantôt, je parlais qu'on avait SSL versus AIG V2. Il y avait une différence au niveau des mécanismes d'encryption. Donc, on a une meilleure performance avec V2. Ou même si on continue avec SSL, le choix entre TCP et UDP, je vais le montrer un petit peu plus tard dans une démo, on va faire une démo pas mal après, va nous aider sur l'amélioration de la vitesse. Comment améliorer notre sécurité dans le VPN? Et on peut utiliser Hotpoint, qui est notre multifacteur. Chacun des VPN qu'on a là, on l'a vu tantôt dans notre tableau, on avait accès à Hotpoint dans chacun des VPN. Qu'est-ce que j'ai parlé d'aller sur le Firebox virtuel? C'est quoi notre firewall virtuel? Ça peut nous aider à aller chercher la charge disponible. On a Firebox V, qui est un produit disponible soit sur VMware ou Microsoft Hyper-V. Donc, il va rouler sur du matériel propriétaire généralement ou des choses qui peuvent être louées dans un centre de données. Tandis qu'on a Firebox Cloud, parce que des fois, c'est un petit peu mêlant, c'est deux virtuels, mais c'est quoi la vraie différence? Cloud, lui, va fonctionner soit dans Amazon ou dans Microsoft Azure. Donc, c'est des boîtes provisionnées expressément pour ces deux fournisseurs de services-là. Les deux modèles supportés, apportez votre propre licence, BYOL, ou en bon français, Pay as you go, à la demande. Vous allez pouvoir y aller avec ces deux modèles-là chez ces deux fournisseurs-là. La boîte est disponible. Notre prochain sujet, notre portail d'accès, Access Portal. Qu'est-ce que c'est que le Access Portal? C'est un client, c'est un accès à distance à nos ressources, on va dire sans client. Ça va être un portail en mode HTML5 qui va rouler sur notre pare-feu, qui va nous permettre d'aller chercher des sessions RDP. Donc, il va y avoir un petit client local au niveau RDP, des sessions SSH ou un ensemble de web apps, ce qui va nous permettre à nos usagers de se connecter à nos ressources internes. Tantôt, on avait parlé de VPN, on a besoin d'installer un client. Dans beaucoup de cas, ce qu'on avait besoin, c'était d'avoir des accès. Les gens ne voulaient pas, vu qu'ils utilisaient leurs appareils personnels à la maison, installer des clients qui viennent du bureau. Alors, c'était un petit peu la méthode. Ce que je montre à droite, vous allez voir qu'il y a un tableau qui explique un petit peu, étant donné que le serveur, le pare-feu qui roule une quantité de mémoire limitée, chaque pare-feu a sa quantité de mémoire, on a déterminé un tableau avec l'ensemble. Mettons que les sessions RDP vont prendre 100 MB aujourd'hui. Et là, je vais vous dire, on a la version 12.3.1, update 1 de sortie. Et dans cette mise à jour-là, il y a un ajustement au niveau de la mémoire. Là, je vous annonce qu'ici, c'est 100 MB. Aller jusqu'à temps que notre version soit sortie, on descend à peu près à 40 MB. Fait que le nombre de sessions RDP va remonter par type de boîte. Et on peut voir, par exemple, que sur un M370, on a un maximum de 15. Fait que ça limitait un petit peu les accès. C'est pas la même quantité que nos VPN. Ça peut être un bon outil pour dépanner, mais il faut faire très attention quand on va commencer à jouer avec ça. Ça va affecter énormément les performances de notre boîte, mais ça peut être disponible. On va faire un petit tour tantôt, on va voir comment ça fonctionne, comment aller chercher la configuration de ça. On a une petite config RDP en dessous de ça. Nos questions généralement posées, ce qu'on entend le plus, est-ce que c'est disponible partout? Prendre note, c'est pas pris en charge sur tout ce qui est XTM, les vieilles boîtes. Nos modèles de table, les modèles T, toutes les T15, 35, 55, ou les anciens M200 ou M300. Par contre, Access Portal, c'est pris en charge sur tout ce qui est Firebox V, Firebox Cloud et toutes nos autres Firebox M270, 370, 470 en montant, on les a toutes. Fait qu'on va aller chercher des modèles qui ont beaucoup plus de mémoire, ils vont être capables d'accepter ça. Est-ce que c'est licencié? Oui. Access Portal vient avec TSS, Total Security. Et malheureusement, c'est pas un produit, c'est pas un SKU qu'on a de manière autonome. Fait qu'il faut aller chercher la suite Total Security pour avoir accès à ça. Depuis quand que ça fonctionne? Dans quelle version? Depuis 12.1. 12.5. Depuis 12.5, vous allez avoir la nouvelle fonctionnalité qui peut faire du reverse proxy, des proxys inversés qui nous permettent de se connecter à l'interne sur des applications web. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que
On va enlever l'accès à Outlook Web Access, qui est notre produit de courrier pour les gens qui ont encore des serveurs locaux. Ça va nous permettre de se connecter à notre serveur Outlook Web Access avec un proxy renversé à partir de là. Fait qu'on va être capable, avec Access Portal, d'aller chercher une authentification avancée avec Hotpoint, permettre à notre utilisateur de se connecter à des ressources internes, puis de pouvoir aller chercher ça. Suivant ça, on va avoir notre produit TDR. TDR, on parle de quoi? Ce qui j'amène pour la portion mobile, c'est les host sensors qui sont inclus avec la suite Total Security. TDR, c'est inclus avec la suite Total Security. Donc, on peut avoir des host sensors. On va avoir tout notre produit ThreatSync, qui est l'intelligence cloud pour les menaces. Toutes les Firebox, les host sensors vont être synchronisés avec ça. Puis, on va être capable d'améliorer notre sécurité. Et là, je veux juste amener, c'est pas un antivirus, c'est une amélioration de la sécurité. Qu'est-ce qu'on va aller chercher là? Prévention des ransomware, des rançongiciels, qui maintenant a un machine learning beaucoup plus avancé. Notre dernière version va vraiment détecter qu'est-ce qui se passe, les accès aux modules cryptographiques, les postes. Fait que s'il y a un ransomware qui essaie d'encrypter nos fichiers, il va embarquer, il va le détecter beaucoup plus rapidement. On va être capable d'embarquer ça. Fait que tout ça, à partir du host sensor, lui va travailler de concert via ThreatSync avec le Firebox qui protège le réseau. Mais quand notre client sort du réseau, on veut continuer à le protéger. Fait qu'à ce moment-là, on est capable, en ayant un agent, d'installer sur notre poste. On peut aussi embarquer, pour les gens qui connaissent APT Blocker, qui est notre produit d'analyse de virus, mais dans un beau carré de sable. Le fichier est envoyé à l'extérieur, il est sorti du réseau pour être analysé, exécuté. Via ThreatSync, il va revenir, il va parler, il va annoncer au Firebox, mais il va aussi annoncer au host sensor qu'il y a un problème avec le fichier et qu'il va le bloquer si jamais il y a quelque chose. Fait que si on a passé à travers l'ensemble des analyses antivirus, qu'on l'envoie à un APT bloqueur et qu'il y a un problème, il va revenir avec ça. Fait qu'on a un petit peu cette mécanique-là. On a actuellement, si je bouge, je pense que je peux, oui. On a notre TDR traditionnel qu'on a sur le pare-feu, qui va agir sur tous nos postes à l'interne. Mais ce qu'on va aller chercher, c'est tout ce qui est remote. Fait que notre sensor installé, même quand notre client va être sorti, va continuer d'être protégé, en plus de l'antivirus. Je répète, TDR au sensor, ce n'est pas un produit d'antivirus encore. C'est un aide à ça. Ça va aller plus loin. Ça va aller chercher l'analyse comportementale. Comment qu'il y en a? Je vous ai mis un petit tableau. On voit dans la partie de droite les suites de sécurité où on a TDR, Threat Detection and Response, ici, dans la suite totale. Et un coup qu'on a ça, fait que chacun de nos modèles va venir avec une quantité définie de senseurs avec nos quantités. Fait qu'un M370 va avoir 150 sensors d'inclus. Ça ne s'arrête pas là. C'est un produit qui s'achète en paquet. On a des bundles, des SKU, pour des quantités d'ajout de sensors. Si jamais on a un M370 qui protège plus que 150 machines, on peut aller plus loin pour ça. Les petites questions qui viennent avec ça. TDR. Et là, les premiers ceux qui l'ont testé au début ont peut-être un peu été échaudés. Le produit s'est énormément amélioré depuis ce temps-là. Le kernel module, là, je cherchais mon terme français pour ça, mais la rapidité est de grandement améliorée. Ça a le plus grand effet sur le poste de travail. Fait que ceux qui vont dire, est-ce que ça affecte encore les performances? Non, c'est rendu très léger. Actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai mon TDR activé sur mon poste et j'espère que tout ça va encore très bien. Allons-y comme ça. J'ai un antivirus. J'ai-tu vraiment besoin de TDR? Comme je le disais tantôt, TDR, c'est pas un antivirus. On va avoir beaucoup d'antivirus. Il y en a qui sont plus évolués. La majorité vont être signature, une détection par signature. Ce qu'on veut aller chercher avec TDR, c'est de l'analyse comportementale par-dessus ça. Fait qu'on va être capable d'aller répondre aux fichiers qui sont 0D, qui sont jour 0, des menaces non connues, qui n'ont pas de signature encore.
mais TDR va réagir à qu'est-ce que le fichier essaie de faire sur le poste, puis il va faire, si jamais il y a un grave danger, il va confiner l'autre. Qu'est-ce que c'est confiner l'autre? Il va bloquer l'accès, carrément isoler le poste jusqu'à temps que la menace soit résolue. Et là, on va envoyer des infos. ThreatSync va embarquer là-dessus. Il va commencer à arrêter les process, aller chercher les clés de registre modifiées et renverser complètement l'effet de logiciel malveillant qui vient d'être embarqué, qui vient d'être déclenché. Ensuite, tout ce beau monde-là essaie de se connecter à distance. Est-ce que vous connaissez des usagers qui ont des vieilles tendances, mots de passe compliqués? Qu'est-ce qu'on fait? On les écrit sur un magnifique post-it, colle ça peut-être sur un écran. Ça prend pas grand-chose. Puis là, nos accès VPN sont souvent synchronisés avec nos usagers locaux. Fait que notre mot de passe est connu. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ça prend juste un usager qui a un mot de passe qui est banane, patate. Un usager qui peut-être s'est fait infecter avec un keylogger, Mimikatz en est un, qui est installé sur le poste. Peut-être que les mots de passe sont connus. C'est peut-être un usager qui réutilise son mot de passe. Que son nom d'usager, c'est son courriel corporatif. Sur la majorité des sites, il y a eu des failles dernièrement, des sites, des bases complètes d'usagers mots de passe qui sont apparues sur l'Internet. On en a des quantités incroyables. Ça coûte de gigs, les bases de données là-dessus. Puis, c'est le même mot de passe. Il y a tout le temps utilisé patate partout. Et fait que là, ça donne un accès à ça. Ou un usager qui, finalement, ne se préoccupe pas de notre sécurité corporative puis qui partage son mot de passe. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'aller chercher un autre facteur d'authentification là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pour ça? On a Hotpoint. Hotpoint va prévenir les accès non autorisés, surtout les accès à distance. Là, tout le monde est en VPN. Donc là, les hackers le savent qu'on se connecte à distance. Fait que ils vont essayer, ils vont s'essayer. Fait qu'on va être capable de vérifier l'identité de nos usagers en allant chercher une deuxième méthode d'authentification qui est quelque chose, parce qu'on sait notre mot de passe, quelque chose que l'on sait, quelque chose que l'on a, ça serait notre magnifique token Hotpoint qu'on aurait avec nous, qui est un deuxième facteur. Ça va nous aider à protéger l'accès du réseau. On a tous les modules de notre produit. On va voir dans la portion de gauche notre application mobile qui va agir comme token et on va être capable de protéger via soit un portail de IDP, qui est Identity Provider, qui est notre portail, qui peut aller connecter avec une relation de confiance notre usager à un paquet d'applications web. On parle de Office 365, Salesforce. On va être capable de protéger nos postes de travail avec un agent pour Windows. On va être capable de protéger nos accès VPN sur les Firebox. Mais justement, hier, on montrait à quelqu'un, il dit, vous êtes capable de le faire pour compétiteurs? Oui, Hotpoint capable de protéger des accès VPN de d'autres, bon, tout ce qui est Radius dans le fond. Et tout ça va être généré va être servi par un token, un jeton unique qui va être défini par un ADN de l'appareil mobile. Fait que on a une mécanique à nous qui va faire que notre jeton va avoir son identité, ne peut pas être répliqué, ne peut pas être sorti de là. On a une très belle sécurité là-dessus. En dernier, on a notre produit DNS Watch Go. Qu'est-ce que c'est que DNS Watch Go? Celui-là est un petit peu plus... On a DNS Watch qui roule sur nos pare-feux. C'est un filtre niveau DNS. Notre produit populaire qui est WebBlocker, qui est un filtre de contenu, on va aller chercher une sécurité plus avancée, mais au niveau des liens DNS. Pourquoi? Protéger contre les attaques de phishing qui sont de plus en plus populaires. Les grosses attaques qui ont apparu dernièrement ont toutes commencé par une attaque de phishing aussi, qu'on est allé chercher des crédentiels de personnes à l'interne. On va aussi protéger contre, parce que vu que c'est un filtrage DNS, souvent les C2 ou les CNC en bon français, les centres de commande et de contrôle des botnets vont fonctionner par DNS, étant donné qu'ils changent d'adresse si peu souvent pour se cacher, ça va être un nom DNS. Ces protections-là, si vous avez un poste d'infecté à l'interne, il va se retrouver protégé parce que DNS Watch ou DNS Watch Go vont l'arrêter. Notre produit DNS Watch Go, lui, va s'installer sur le client. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à protéger tout ce qui est sorti de notre réseau. Ayant d'habitude notre sécurité, toutes nos policies, toutes nos choses bien définies sur notre pare-feu,
Là, on veut avoir la même protection au niveau des clients qui se promènent en dehors de notre réseau. Peut-être petit point que je vais juste faire un retour comme ça. Filtrage de contenu URL. J'ai parlé tantôt de Web Blocker et on va être capable d'ajouter avec DNSWatch Go, et je vais vous montrer la belle liste tantôt, un ensemble de filtres au même titre qu'on a dans Web Blocker, avec des catégories, des choses comme ça, mais on va être capable de les réappliquer sur nos usagers qui sont mobiles. En plus de la protection DNS contre les attaques d'hameçonnage, on va avoir ça. J'avance rapidement. Nos questions. Pourquoi j'ai besoin de ça? Justement, parce qu'on veut protéger nos appareils mobiles qui sont en dehors du réseau et on va aller assurer le client par-dessus notre DNS. Lui, il va faire toutes les vérifications de sécurité, puis on va avoir notre filtre de 130 catégories plus au niveau du web. Est-ce que ça fonctionne avec le mobile VPN? Surtout quand on est en mode split tunnel. Oui, ça va fonctionner. Ça fait que tout le trafic, parce que généralement, si on fait un tunnel à routage zéro, avec une route zéro, autrement dit, on envoie tout le trafic via notre pare-feu, le client mobile est protégé par la sécurité de notre pare-feu. Et là, si on veut améliorer nos performances, tantôt on a parlé de faire un tunnel séparé, un split tunnel. À ce moment-là, DNSWatch va être capable, DNSWatch Go va être capable d'embarquer pour vérifier la sécurité pour tout le trafic qui ne passera pas par notre pare-feu. J'ai aussi des rapports, des alertes à partir de la console qu'on va pouvoir recevoir, envoyer aux administrateurs ou aux clients de savoir qu'est-ce qui se passe. On peut, si jamais on veut l'ajouter, on a accès à l'édition manuelle des whitelists ou des blacklists au niveau du tableau de bord dans le cloud. Beaucoup parlé. Allons-y avec une petite démo. On va aller voir de quoi tout ça a de l'air. Je vais juste m'excuser 30 secondes et je vais prendre une gorgée d'eau avant de commencer cette portion-là. Voilà. Fait qu'on va partir avec une présentation. On va commencer par, j'aimerais ça vous montrer, on a parlé de sécuriser les accès VPN. Je vais vous lever une petite machine virtuelle ici, sur laquelle j'ai déjà un client VPN de montée. Et je vais vous partager cet élément-là ici, que je vais vous mettre un peu plus grand pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je viens d'amener l'appareil mobile ici? C'est que ce que je veux vous montrer avec cette connectivité-là, c'est qu'on a des accès. Fait qu'on va commencer par notre mobile VPN, où c'est que je vais faire une connexion VPN. Et là, oui, vous voyez l'adresse de mon serveur de LAN. Normalement, on va avoir un accès. On pourrait avoir, je vais taper, normalement, quelqu'un qui essayerait, je tape n'importe quel mot de passe. On s'en vient ici. On va avoir une erreur qui va nous dire, je ne suis pas capable de me connecter. J'arrête ça là. Mais quand quelqu'un va tomber, il connaît notre mot de passe. Qu'est-ce qu'on veut? On veut aller chercher notre deuxième sécurité. Vous allez voir au niveau téléphone, aussitôt que je vais cliquer sur Connect, je vais m'en venir au niveau du téléphone. Et là, on vient de voir qu'il est apparu ma notice en haut qui me demande de m'identifier. Sur mon téléphone, je vais pouvoir aller cliquer Refuser ou Approuver. Étant donné que c'était moi, je vais aller cliquer sur Approuver. On voit que le VPN est en attente ici à côté. Un coup que j'ai fait Approuver, il va nous permettre de nous connecter. À ce moment-là, petit client, le fun, comme tantôt je disais, on vient de passer de notre client VPN SSL. Celui, on va pouvoir configurer à partir de la console un split tunnel ou une route zéro. On va pouvoir aller chercher des choses à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Je m'en viens vous montrer ici. Qu'est-ce qu'on a comme configuration? VPN, la chose que je voulais vous montrer tantôt, j'ai parlé,
Normalement, tout le monde va avoir vu ça. On va aller chercher. Au niveau des performances, j'ai annoncé tantôt qu'est-ce qu'on pouvait faire. On a ici un choix entre TCP ou UDP. Si on veut aller chercher plus de rapidité, étant donné que le TCP, c'est un protocole par confirmation, changer ce protocole-là pour le protocole UDP va nous donner une amélioration de vitesse au niveau des accès par feu. Les autres protocoles, les autres méthodes d'encryption, on va avoir les types d'AES en haut. Ce qu'on veut peut-être aller chercher, c'est les GCM, qui sont des protocoles, des méthodes d'encryption beaucoup plus rapides que les anciennes AES. C'est Galois Counter Mode. Fait que, aussitôt qu'on va être capable d'activer ça, malgré qu'on se tient dans des gros chiffres, 256 bits, c'est sûr qu'en le réduisant, il y a moins de calculs à faire. Mais à ce niveau-là, on va être capable d'aller chercher de la rapidité. On va aller jouer dans le GCM pour aller chercher aller améliorer notre rapidité à ce niveau-là. L'autre démo que je voulais vous montrer, je vais emmener un autre écran ici. Celle-là ici. Et on va encore parler de VPN. Là, je vais aller chercher un VPN, mais le HAG-V2. Quelques petites choses. Je reviens au niveau de la sécurité ici. On va avoir encore nos protocoles standards. Et si on va aller chercher, on a nos GCM de disponibles, mais au niveau de la phase 2. Il faut faire attention ici parce qu'il y a des postes, surtout Windows, vu que c'est tous des clients natifs. Au niveau de la phase 1, vont moins aimer ce qui est GCM. Par contre, au niveau de la phase 2, pour améliorer, un coup que notre transport est établi, on va être capable d'aller chercher des performances plus élevées si on va ajouter du GCM à ce niveau-là. Fait qu'on a un petit VPN avec V2 de montée avec différentes choses. On voit ici que j'ai un domaine externe. Dans le fond, cette chose-là, c'est un serveur Radius qui pointe sur mon hotpoint. Fait que la façon qu'on va aller chercher avec nos pare-feux, avec les Firebox, aller chercher l'authentification multifacteur, c'est au niveau de nos méthodes d'authentification. Je vais essayer de rester dessus. On va aller définir un serveur Radius. Donc, on a un agent hotpoint qui va rouler dans le réseau local, que lui est en lien avec notre plateforme cloud. Puis lui va nous servir de relais pour être capable de faire ça. Fait que, installation. VPN, pour ce qui est d'AgV2, il y a un petit outil que je voulais vous montrer ici. Que quand on va, je vais recommencer cette chose-là, j'aimerais ça la décrire. On s'en va ici dans notre menu VPN, Mobile VPN. En haut, on a un menu qui est Get Started. À ce niveau-là, on va être capable de générer, pour ce qui est de HAG-V2, des profils d'installation pour l'ensemble de nos systèmes d'exploitation. Et là, on en a un qui est là. Ici, le nom qu'on va lui donner, c'est le nom de la connexion qu'on va vouloir avoir quand on va faire ça. On va créer un fichier qu'on va appeler test ou démo. Ça va nous créer un fichier, un tar.gz, qu'on va pouvoir aller décompresser sur nos postes de travail. Et ça va nous permettre d'installer l'agent soit sur un poste Windows, sur un poste Mac ou sur un iOS si on veut. Fait que ça va être notre outil. Ce qui va nous permettre de déployer notre client avec des outils comme les GPO dans Windows. Fait que vu qu'on a un client natif, on serait capable de faire une intervention sur l'ensemble de nos postes sans toucher à rien via une GPO. Ça va nous créer un petit fichier PowerShell. J'aimerais ça vous le montrer. Je ramène un autre. Là, je vous amène beaucoup de stations ici, comme ça. Fait qu'on se trouve avec un répertoire que j'ai déjà décompressé ici, dans lequel j'ai tous mes fichiers. J'ai déjà mon certificat que je pourrais faire déployer, exemple, par une GPO. Et j'ai, pour l'ensemble de mes systèmes d'exploitation, les mécanismes. Exemple, on veut le faire pour Windows. Je vais aller là et je vais exécuter mon fichier ici, qui va faire démarrer. Il me demande mon privilège. Si on fait un déploiement par GPO, on serait capable de bypasser ça. Ce qu'il vient de faire, il vient de copier mon certificat qui va authentifier ma connexion. On voit ici qu'il l'a fait. Boum, terminé. Et à ce moment-là, mon client est déployé, aucune intervention. Fait qu'on s'en vient ici. Je vois que j'ai un VPN HAG-V2 de configurer sur mon poste. Fait que quand je vais le partir, on va être capable de le faire. On est capable d'aller chercher la même chose au niveau iOS.
Et là, je vais vous faire une petite démo. Fait qu'on va faire le même test, mais au niveau du poste, au niveau d'un téléphone. Fait que même chose ici. J'ai déployé mon profil sur un appareil iOS et il est sélectionné. Fait qu'on va aller voir. Puis, il était protégé aussi par Hotpoint. Fait que si on s'en va en haut, il va nous demander, voulez-vous que Patrice se connecte? Même chose, je vais être capable de connecter à partir du téléphone. Je vais juste revenir en arrière. Fait que tout appareil mobile va être protégé par Hotpoint via ce service-là, étant donné que c'est le Firebox qui fait la requête en arrière. On s'en vient ici. On va voir actuellement que je suis connecté depuis 12 secondes à mon VPN et que je suis capable de travailler à partir de là. Fait que ça s'applique un peu partout. C'est le même fichier d'installation. Vous pouvez le déployer, vous pouvez vous en servir pour faire ça. Un petit truc, pas mal de fun. Et je vais revenir ici. On va fermer le VPN, si on va être capable de continuer. Et je vais revenir dans mon magnifique Hotpoint en arrière. Je vais pouvoir réduire cette portion-là. Et qu'on vienne de voir cette partie-là. On pourra peut-être aussi aller voir, je vais vous reporter cette console-là. On a parlé du Access Portal. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air un petit peu. On s'en vient ici. J'ai aussi protégé mon Access Portal avec Hotpoint. C'est la même chose. Je suis capable d'aller chercher ces choses-là. Fait que ce que j'ai une page web qui va me répondre en HTML5. Ici, j'ai une demande d'authentification Hotpoint. Je pourrais remonter mon lien ici. Fait que je vais dire, je veux m'authentifier à Hotpoint. Ce qu'il va faire, il va m'envoyer au portail d'authentification où est-ce que je vais être capable de mettre mon nom d'usager, mon premier facteur d'authentification. Et vous allez voir à côté, boum, demande d'authentification que je pourrais, si c'est pas moi, refuser. Dans ce cas-là, je veux aller rapidement. On va continuer. J'ai 3 applications définies pour vous autres. Ça peut être un RDP. Si je clique dessus, il va carrément ouvrir un client et ouvrir une session sur un serveur à l'externe. On se rappelle tantôt, j'avais dit 100 MB par session. Il faut prévoir au niveau de la mémoire du Firebox. La mise à jour 12.5.3 Update 1, qui est sortie très récemment et sur le site web, correctif de mémoire à ce niveau-là, amélioration des performances, on descend à 40 MB par session RDP. Ça va nous permettre d'avoir plus d'usagers sur la même quantité de mémoire. Même affaire, je pourrais faire une session SSH, des applications web. Celui-là, ici, j'ai mis Google juste pour le fun, mais ça peut être un lien, une espèce de centrale pour rediriger. Je peux avoir accès à l'interne, ou j'ai accès à des postes pour vous autres qui êtes des administrateurs réseau. Ça peut vous donner accès sans avoir un client à partir de n'importe quel appareil. HTML5, ça fonctionne partout sur vos ressources de réseau en arrière. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment que ça se configure? On va aller faire un petit tour sur cette page-là. Même pas. On va aller. Trop de fenêtres. Portail d'accès. On va aller voir ici. On a parlé tantôt, c'est un produit avec souscription, avec une licence. Donc, on est dans TSS. On a accès au portail de connexion. On va aller définir nos applications ici en faisant activer le portail d'accès. Boum, boum, boum. On s'en vient ici. On est capable de définir un accès RDP à un serveur interne, un accès SSH à une machine interne. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller ajouter nos connexions, mettre notre adresse. On peut jouer avec notre authentification. On peut forcer un utilisateur. Pour le démo, j'en ai mis un parce que pour être plus rapide, on pourrait forcer la demande de connexion à chaque fois si on veut plus de sécurité. Et ça peut être un poste qui est protégé par le client Hotpoint en arrière. Fait qu'un petit peu comme ça que ça fonctionne, le client. Pas très complexe. On a aussi accès à une magnifique interface de configuration via le Web UI. Pour ceux qui travaillent avec le Web UI, moi, étant donné que je suis plus vieux, je fonctionne avec l'interface traditionnelle, mais le Web UI fonctionne très bien à ce niveau-là aussi. Je vais sauter rapidement au niveau de Hotpoint. On a vu notre application. Je voulais juste vous apporter une petite note sur l'interface ici. Si on regarde le téléphone, on va le mettre en évidence. On voit en haut que j'ai plusieurs tokens, j'ai plusieurs jetons qui sont des jetons Hotpoint. J'en ai un pour mon corpo WatchGuard. Nous, on travaille, on se connecte partout avec Hotpoint chez WatchGuard.
J'en ai un pour les partenaires. Si vous voulez vous connecter sur le portail partenaire, puis que vous gérez les équipements clients, il y a moyen d'activer l'authentification multifacteur sur chacun de vos usagers. L'application Hotpoint mobile étant gratuite, le jeton du portail partenaire est aussi gratuit. Il ne sert qu'à ça, mais il est gratuit. Ça peut vous faire un petit début pour aller commencer à jouer avec ça. Mon jeton du bas, c'est mon lab. La portion que je voulais vous amener, c'est l'outil est un gestionnaire de jetons. Dans le bas, là, vous voyez que c'est des jetons personnels à moi pour mon utilisation. J'essaye j'éduque ma famille, les enfants, tout ça, et je m'en sers moi-même pour beaucoup de mes applications personnelles. Pour être sûr que, justement, tantôt on parlait voler mot de passe, il aurait pu avoir un problème, mon mot de passe aurait pu être connu, et j'essaye d'avoir l'authentification. Ce n'est pas des jetons avec push authentication partout, comme on a dans le point en haut, mais au moins j'ai un mot de passe à accès unique, un one-time password en bas pour la majorité de mes applications. Fait qu'on s'en sert un petit peu comme ça. Je vous ai dit aussi qu'on pouvait protéger des machines Windows. On va juste faire une installation rapide, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Et puis après ça, on va sauter à la période de questions, comme c'est ici. J'aimerais revenir ça, vous montrer comment l'agent fonctionne, comment que ça peut être facile à installer suite à notre chose. On s'en vient ici. J'ai besoin, et je vais vous le montrer un petit peu dans la console rapidement après, de l'agent et d'un fichier de config pour le pointer à la bonne place. Aussitôt que ces deux fichiers-là, WL-config ici et l'agent sont réunis ensemble, l'agent va savoir quoi faire. Encore là, aide de déploiement. Je double-clique. Hotpoint va s'installer. Next. L'agent pourrait donc être déployé de façon rapide avec n'importe quel outil de déploiement. Et là, il va nous demander un redémarrage après ça. Je vais juste le tasser. Je vais aller vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Hotpoint est inclus et géré dans WatchGuard Cloud. On a aussi TDR qui bientôt va arriver dans WatchGuard Cloud. Et actuellement, ce que vous allez retrouver là, pour ici, ça c'est la vue Service Provider que la majorité de nos partenaires vont voir. C'est que vous allez pouvoir avoir l'ensemble de vos clients. Si vous êtes un usager, vous allez arriver exactement à l'endroit où c'est que je m'envole là, dans la vue usager. À partir d'un portail partenaire, vous avez accès, si vous gérez vos usagers, si vous voulez les gérer, vous pouvez faire des demandes. Ça l'envoie un courriel avec un code d'autorisation que votre client va pouvoir accepter et vous allez pouvoir le retrouver là. On a actuellement dans WatchGuard Cloud le Firebox, pour les Firebox qu'on a Cloud Visibility, qui est l'équivalent de notre dimension, qui accueille toute notre journalisation, les rapports. Mais on a aussi Hotpoint. Fait que rapidement, j'ai défini, et je vais faire le tour assez vite, on a des ressources définies. On va avoir des ressources Windows ici, des ressources Windows ou Mac, notre application de login pour ça, qu'on est en train d'installer justement. Fait que le fait que j'avais un fichier de config va le lier à ça. J'ai aussi différents radius clients. On voit que j'ai encore des tests qui sont restés là sur des pare-feux, un pare-feu local, un pare-feu virtuel pour l'authentification. Depuis tantôt, je vous fais des démos Hotpoint. On voit ici que c'est une ressource radius. Les usagers, je suis capable d'importer des usagers à partir d'une source LDAP ou d'une source Azure. Donc, si j'ai 100 usagers, je n'ai pas besoin d'y créer un par un. Je peux faire une création manuelle des usagers, mais je serais capable d'aller les importer à partir de l'AD par un filtrage, par groupe ou par requête, puis les avoir ici. Surtout que ça va faire ça, ça l'ajoute les usagers de mon AD là. Si je reviens en arrière, je vais aller voir si mon ami a terminé, qu'on va pouvoir le redémarrer. Fait que je vais finir de parler avec ça. Pendant ce temps-là, notre ami, le client, va redémarrer. Et je vais finir par vous montrer ça. Je vous parlais aussi qu'on a un petit logiciel qui va s'installer, qui s'appelle le Hotpoint Gateway. À partir de là, c'est cette configuration-là qui va s'en aller. On a accès à tous nos clients, à tous nos outils à partir de download. On vient de voir le Logon App que j'avais déjà downloadé d'avance, l'installeur, tout ça. Et vous voyez que j'ai un gateway. Ça, c'est le produit qui va aller faire le lien entre les requêtes radius locales, donc le Firebox, ça. Si vous avez à synchroniser un AD, c'est l'outil qui va faire le lien entre l'Active Directory et puis le public, la console cloud. Et puis, vous allez avoir aussi une intégration avec les services fédérés ADFS de Microsoft.
Fait que je reviens en arrière. Tantôt, on s'était logué sur ce poste-là. Et là, on vient d'ajouter une composante qui va nous intercepter. Fait que je remonte mon magnifique poste, mon magnifique téléphone ici, et je vais dire, est-ce que c'est moi ou pas? Fait que quelqu'un essaie de se loguer sur mon poste, je peux refuser. On va juste faire refuser pour une fois. Ici, il va nous dire, oh, ça a été refusé, t'es pas la bonne personne. Fait là, on va dire, non, 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 c'était moi finalement. Fait qu'on va revoir, je vais cliquer sur approuver. Un coup que c'est approuvé, les mécanismes nous permettent de passer. Rapidement terminé, juste vous montrer, if I can, Wendy, I don't see the questions. If we go in the questions after that. Désolé pour l'anglais, c'est parce que là, je ne vois pas. Si vous avez envoyé des questions, on va passer aux questions. We do not have any questions at this time. Oh, OK. Great. So, j'entends qu'il n'y a pas de questions, soit que j'ai réussi à endormir tout le monde ou que tout était très clair. D'abord, s'il n'y a pas de questions, je vais juste terminer. DNS Watch Go. On va aller voir l'installation de ça aussi. J'en ai parlé. On a un petit peu la même mécanique. Fait que DNS Watch Go, je vais revenir ici. Où est-ce que je vais pouvoir aller dans mon client? J'ai un installeur qui est déjà téléchargé sur mon poste, puis on va voir ici que j'ai une espèce de clé qui va lier mon client. Je vais faire une copie tout de suite. Pour retourner sur mon poste, où c'est que j'ai mon client DNS Watch Go, qui est le dernier en liste, 1.0.7. À ce moment-là, je vais faire une installation. Puis il va me demander, t'es qui toi? La clé que je viens de copier, on va aller la remettre là. Facile. Et on vient de lancer notre client DNS Watch Go. Boum. Où est-ce qu'il va aller? Je vais aller vous montrer rapidement. On a l'installeur, mais je vous ai parlé de filtrage de contenu. Actuellement, on a DNS Watch, qui est notre console centrale ici. On se retrouve avec notre politique par défaut, qui est celle qui est appliquée généralement à nos pare-feux. Mais on a une pour ce qui est off-network, ce qui est sorti du réseau. Fait que là, on parle de nos clients. Eux autres, on va aller appliquer une politique. Si on s'en va dessus, vous allez reconnaître, pour ceux qui ont déjà vu WebBlocker, où c'est qu'on peut mettre le Safe Search, mais la liste de catégories. Et là, on a une série de catégories sur lesquelles on peut aller faire un blocage. Celle-là est populaire, fait qu'on peut aller carrément dire qu'est-ce qu'on veut bloquer, tout ça. Fait qu'on a l'ensemble de nos catégories, ce qui va faire qu'on va être capable d'appliquer un filtre sur nos équipements corpaux qui se promènent en dehors du réseau comme s'ils étaient dans le réseau. On a tout le temps la section de sécurité ici qui va aller bloquer par défaut les sites qui sont déjà reconnus comme étant malicieux ou des problèmes ou des bots ou des choses comme ça. Fait que celle-là, on peut la garder activée, autant dans notre web blocker local que à distance comme ça. Mais on va aussi avoir notre filtrage. Si on a une demande, exemple, là je vais la rentrer pour faire rapidement. Normalement, quelqu'un qui cliquerait sur un lien de phishing se ferait intercepter par le système. Et on va avoir ici, oh, on a actuellement, j'ai une réponse anglaise parce que je suis sur un système anglophone, mais il va nous donner en disant, vous avez à cliquer sur un lien qui est possiblement un phish. On vient de l'intercepter. Donc, j'ai reçu, parce que là, ce qui va arriver avec l'hameçonnage, ils vont essayer de nous faire ça rapidement, nous faire réagir rapidement. Et puis, on va cliquer dessus. Desjardins, j'essaie de vous transférer 5000 $. Oh non, non, je veux pas, je veux pas. Et là, on va avoir un petit tutoriel qui peut partir, que les gens peuvent écouter 5 minutes pour de l'éducation. Vos usagers vont se retrouver plus connaissants d'un phishing, vont peut-être moins cliquer, vont peut-être poser plus de questions la prochaine fois. Fait que ça, c'est notre test comme ça. Si je reviens en arrière, on va voir que notre client ici est fini. Et on va se retrouver avec un petit icône dans la console ici que notre poste est protégé. Fait que j'irai à partir de ce poste-là faire aller cliquer sur un des liens, j'irai sur un des sites et je serai bloqué. Donc, on est pas mal, désolé, de dépasser notre temps. Si on n'a pas de questions, je vais